Bonjour à ceux qui me suivent de jour et bonsoir à ceux qui me suivent un peu plus tard dans la soirée. La vidéo d'aujourd'hui va se consacrer sur l'étude de la pharmacodynamie ou mécanisme d'action des médicaments. Cette pharmacodynamie, je l'avais traitée dans une première partie lors d'une vidéo précédente. Cette vidéo sera une suite de la première partie et elle se consacrera à l'étude du mécanisme d'action des médicaments. Il s'agit d'une suite du cours du premier chapitre. En fait, les médicaments, lorsqu'ils agissent dans l'organisme, ils agissent sur des cibles pharmacologiques et les médicaments, ils n'agissent pas de la même manière lorsqu'ils entrent dans l'organisme. Il y a ce qu'on appelle par traitement de substitution, c'est-à-dire qu'on va bien sûr utiliser des médicaments, bien sûr, lorsqu'il y a un déficit de synthèse ou bien un défaut d'apport alimentaire exogène. C'est le cas, par exemple, déficit de synthèse en cas d'insuline chez les diabétiques de type 1 ou de type 2 et également un défaut d'apport alimentaire, c'est le cas d'un déficit en vitamine B12 en cas d'anémie de Biermer ou en cas de déficit en vitamine D, le cas de rachitisme ou en fer. Ou bien le médicament, du fait de ses propriétés physico-chimiques particulières, il va agir au niveau local, par exemple au niveau du tube digestif, et il va alcaliniser bien sûr l'acidité provoquée. C'est le cas des antiacides, ou bien le charbon actif qui va absorber les molécules toxiques, ou bien il va absorber tout ce qui est néfaste et va l'éliminer dans les fesses. Ou bien le médicament, il peut interagir avec des enzymes qu'on trouve bien sûr au niveau hépatique, au niveau cellulaire. Il va interagir alors avec le métabolisme cellulaire, ou bien il va carrément interagir avec des micro-organismes, des agents pathogènes, que ce soit des bactéries, des virus, des parasites, des champignons. Il peut interagir également avec l'ADN, c'est le cas bien sûr d'un traitement anticancéreux, la chimiothérapie. Et il peut agir également sur des transporteurs ioniques qui permettent l'échange d'ions de part et d'autre, bien sûr, de la cellule. Et également, le médicament, il peut agir avec des cibles pharmacologiques de certaines substances endogènes qu'on trouve normalement dans notre organisme. Et ce type de mécanisme d'action s'appelle une interaction entre le médicament et un récepteur cellulaire. Et en fait, ce type de mécanisme d'action, il concerne la majorité des médicaments qu'on trouve et c'est ce type de mécanisme qu'on va étudier au cours de cette deuxième partie de pharmacodynamie. C'est l'interaction du médicament avec un récepteur cellulaire. Donc, un médicament, lorsqu'il entre dans l'organisme, il doit se lier avec un récepteur cellulaire. Il doit trouver un récepteur avec quoi il va se lier. Automatiquement, ce récepteur, il a déjà un ligand endogène, une substance endogène naturelle qui est produite par l'organisme. Cette substance peut être soit une hormone, telle que l'insuline, le glucagon, elle peut être un neurotransmetteur, la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline, l'adrénaline. Et ce médicament-là, il va agir sur le récepteur de cette substance endogène. Soit il va agir en mimant son action, il va produire tous les effets biologiques de cette substance endogène, c'est l'agonisme, ou bien il va agir par antagonisme, c'est-à-dire qu'il va bloquer l'action de cette substance endogène lorsqu'il va se fixer à son récepteur. Il va empêcher cette substance endogène de venir se fixer à son récepteur et d'entraîner l'effet biologique de cette dernière. Donc, normalement, tout médicament, il a un récepteur cellulaire dans l'organisme. Et en fait, ce récepteur, lui aussi, il se lie naturellement avec un ligand endogène pour entraîner une activité biologique endogène, physiologique. Donc, normalement, ce récepteur, il a avec le récepteur avec le ligand endogène, ils ont une certaine complémentarité structurelle. Et de ce fait, le médicament lui-même, qui est le ligand exogène, qui provient du milieu extérieur, il doit avoir une analogie structurelle avec le ligand endogène pour pouvoir se lier à son récepteur.
c'est le modèle le plus courant, le modèle clé-serrure. Il doit y avoir une certaine analogie structurelle pour que le médicament puisse se lier au récepteur de ce même ligand endogène qu'on trouve naturellement dans notre organisme. Un récepteur, c'est quoi? Un récepteur, tout simplement, c'est une protéine qui va permettre de se fixer avec un ligand. Pour entraîner, et cette interaction entre un récepteur et un ligand, qui soit exogène, médicament ou endogène, une substance naturelle, qui peut être soit une hormone, soit un neurotransmetteur, et entraîner en fait une activité biologique, pharmacologique, intrinsèque. C'est quoi le ligand alors? Le ligand, eh ben, c'est la molécule qui va venir se lier au récepteur. Elle peut être de deux types. Soit un ligand endogène, c'est une substance endogène qui est produite normalement par notre corps. Ça peut être une hormone, c'est-à-dire l'insuline, le glucagon, la gastrine. Ça peut être également un ligand exogène. C'est quoi le ligand exogène? Ben, tout simplement, c'est le médicament en quelque sorte. Et ce médicament, au ligand exogène, il peut entraîner ou provoquer, lorsqu'il se lie au récepteur de ce ligand endogène, lorsqu'il se lie, il interagit avec le récepteur, il va entraîner deux types d'effets. Soit il va entraîner un effet agoniste ou un effet antagoniste. Si il se lie avec ce récepteur et il entraîne un effet agoniste, c'est-à-dire qu'il va mimer l'action pharmacologique du ligand endogène lui-même. Il va reproduire tous les effets pharmacologiques, biologiques de ce ligand endogène, les mêmes effets. Alors que s'il a une action antagoniste, le médicament ou ligand exogène a une action antagoniste, lorsqu'il va venir se lier avec le récepteur de ce ligand endogène, il va le bloquer et va empêcher en quelque sorte que le ligand endogène naturel vienne se lier au récepteur et empêcher tous les effets pharmacologiques ou biologiques qui en découleront. En fait, un médicament, il va venir en fait se lier à une cible pharmacologique qui est le récepteur. Et cette cible pharmacologique, elle se lie à une cible d'une substance déjà existante dans notre organisme. C'est-à-dire qu'en fait, le médicament, il va venir se lier à la place du ligand endogène pour entraîner soit un effet pharmacologique agoniste, soit il va entraîner, bien sûr, un effet antagoniste. Et donc, pour qu'il puisse ce médicament ligand exogène se lier au récepteur de cette substance exogène, il doit automatiquement et obligatoirement avoir la même analogie structurelle. Le ligand exogène et le ligand endogène doivent avoir la même analogie structurelle pour entraîner un effet pharmacologique. Plusieurs paramètres en fait influencent cette liaison entre le médicament et le récepteur. L'affinité est un paramètre essentiel parce que plus le médicament en fait il a un ligand exogène, il a une affinité pour son récepteur, meilleure est l'action pharmacologique qui en découlera. La sélectivité, on peut avoir par exemple un médicament, il peut avoir lorsqu'il entre dans l'organisme, il peut interagir avec plusieurs récepteurs. Mais on dit qu'il a une sélectivité pour un type de récepteur par rapport aux autres. C'est-à-dire, par exemple, on va donner un chiffre, il peut avoir par exemple une affinité, il a une affinité 100 fois plus importante pour le récepteur R1, par exemple, par rapport aux autres récepteurs qui existent dans l'organisme. Et il se lie de manière préférentielle à ce récepteur. Et plus il a une sélectivité plus importante à ce récepteur, meilleur sera l'effet thérapeutique recherché et bien sûr, les effets indésirables seront amoindris. D'autres paramètres, bien sûr, vont intervenir à ce niveau-là. C'est la liaison entre le médicament et le récepteur. On doit savoir si elle est une liaison réversible ou irréversible. Si la liaison entre le médicament et le récepteur, bien sûr, sa cible pharmacologique, elle est réversible, c'est-à-dire que la liaison entre le ligand exogène et le récepteur, elle est faible, c'est-à-dire qu'elle est non covalente, c'est une liaison
par exemple hydrogène, une liaison hydrophobe ou bien une liaison de Van der Waals, c'est-à-dire que cette liaison médicament-récepteur, elle peut se dissocier à n'importe quel moment, donc elle n'est pas... c'est une liaison qui peut se dissocier. Sinon, si la liaison médicament-récepteur est irréversible, c'est-à-dire que la liaison est forte, c'est une liaison covalente entre le médicament et le récepteur, et donc ils ne vont pas se séparer, et donc c'est une liaison qui est durable. Et un autre paramètre qui est essentiel à connaître, c'est la puissance du médicament. Plus l'effet thérapeutique recherché, bien sûr, qu'on recherche, il est obtenu après administration d'une très faible quantité de médicaments, plus ce médicament, on dit qu'il est puissant. C'est-à-dire qu'à faible dose, il entraîne l'effet thérapeutique. On dit qu'il est beaucoup plus puissant qu'un autre médicament qui nécessite une administration d'une dose beaucoup plus importante pour provoquer un effet thérapeutique. Donc, plus faible est la dose administrée, et plus faible plus cette quantité administrée est faible, et en plus elle entraîne un effet thérapeutique, on dit que le médicament est très puissant. Lorsqu'il y a une interaction en fait entre un médicament et un récepteur, il forme un complexe médicament-récepteur, et que ce médicament, comme on a vu tout à l'heure, il se lie à un récepteur, et ce récepteur, c'est la cible pharmacologique d'un ligand endogène. Et on a vu aussi que le ligand exogène qui est le médicament et son ligand endogène, ils doivent avoir la même analogie structurelle. Et quand il se lie, le médicament se lie en fait à son récepteur, il va entraîner un effet pharmacologique, comme on a vu, peut-être thérapeutique, plus ou moins indésirable, délétéré. Donc cet effet, il est soit un agoniste ou un antagoniste, un effet agoniste ou antagoniste. Lorsque le médicament il se lie au récepteur et il mime l'action de l'agoniste endogène, en fait, du ligand endogène, il entraîne les mêmes effets biologiques que le ligand endogène, on dit qu'il entraîne un effet agoniste. Et il faut savoir également que l'effet agoniste peut être partiel ou entier. C'est quoi agoniste partiel? C'est-à-dire qu'il va mimer partiellement les effets biologiques du ligand endogène. Et on dit que l'agoniste est entier, c'est que en fait, le médicament, lorsqu'il se lie à son récepteur, il va entraîner les mêmes effets biologiques que le ligand endogène en totalité. Et lorsque le médicament également au ligand exogène se lie à son récepteur, il entraîne un effet antagoniste. C'est-à-dire il va bloquer l'effet il va bloquer le récepteur et empêcher l'activité biologique ou pharmacologique. Ce schéma, bien sûr, il montre parfaitement l'action d'une hormone sur son récepteur. Lorsque l'hormone vient se fixer sur son récepteur, elle entraîne une fonction biologique. Lorsque cette même hormone, on la place en présence d'un médicament et que ce médicament est un antagoniste. Regardez la deuxième ligne. Ce médicament est un antagoniste de l'hormone. Il va venir se fixer sur le récepteur de l'hormone, qui est en fait cette hormone, c'est un ligand endogène. Et ce médicament, il vient prendre sa place au niveau du récepteur, il va bloquer ce récepteur et empêcher en fait l'effet biologique de cette hormone. C'est l'effet antagoniste, c'est l'antagonisme. La troisième ligne montre parfaitement un médicament qui n'est pas en présence de l'hormone endogène. C'est-à-dire que le médicament-là, il va venir se lier à son récepteur de ce ligand endogène et il va provoquer l'effet biologique, c'est ce qu'on appelle l'agonie, c'est l'effet agoniste. On va donner quelques exemples d'un effet agoniste. Ce sont les agonistes dopaminergiques neuroleptiques. En fait, ces agonistes dopaminergiques, ils vont agir sur des récepteurs dopaminergiques qui existent au niveau central. Et bien sûr, ils sont des agonistes, donc ils vont mimer l'action de la dopamine, les effets biologiques de la dopamine au niveau central. Et ils vont agir, ces agonistes dopaminergiques, ils vont agir en fait sur des récepteurs dopaminergiques. On a plusieurs types de médicaments qui agissent au niveau de ces récepteurs dopaminergiques.
en l'activant, c'est-à-dire ils vont venir se fixer sur les récepteurs dopaminergiques de la dopamine et ils vont en fait la stimuler. Ils vont entraîner les mêmes effets biologiques que la dopamine. Ce sont des médicaments dopaminergiques. Plusieurs médicaments, on peut les utiliser comme en fait agonistes dopaminergiques. On a la L-Dopa. La L-Dopa, c'est en fait une prodrogue qui est un agoniste dopaminergique. Normalement, nous savons très bien, c'est également un précurseur de la dopamine. Nous savons très bien que la dopamine, en fait, elle ne peut pas traverser la barrière hémato-encéphalique. Et pour pouvoir agir, cette dopamine, on l'administre sous forme de L-Dopa, qui est une prodrogue inactive, mais qui a la capacité de traverser la barrière hémato-encéphalique. L-Dopa va traverser la barrière hémato-encéphalique, elle va se retrouver au niveau des neurones dopaminergiques, et là, elle va aller se transformer en dopamine. Et cette dopamine qui est active, elle va venir se lier à des récepteurs dopaminergiques et entraîner les effets biologiques en fait de la dopamine au niveau neuronal. Et nous avons également une autre molécule, la bromocriptine. La bromocriptine, c'est également un agoniste dopaminergique. Et par contre, là, il agit au niveau hypothalamo-hypophysaire et surtout, il inhibe en fait la synthèse de la prolactine. Et il est utilisé en cas de traitement de l'hyperprolactinémie, surtout hyperprolactinémie qu'on constate soit d'une manière qui apparaît d'une manière physiologique, surtout en période de grossesse ou bien sûr en postpartum, après l'accouchement de la femme, elle produit beaucoup de lait, la lactation, et donc on utilise la bromocriptine pour inhiber la prolactine et diminuer la lactation. Mais également, cette hyperprolactinémie, elle peut être pathologique, par exemple chez des jeunes filles même qui n'ont jamais eu d'enfant, et bien, elles ont une sécrétion importante de prolactine et une production bien sûr lactée. Nous avons également le ropinirole. Le ropinirole également, c'est un agoniste dopaminergique, une molécule qui vient agir sur les récepteurs dopaminergiques, les neurones dopaminergiques, et entraîner les mêmes effets que la dopamine. Ils sont utilisés également pour traiter la maladie de Parkinson comme anti-parkinsonien dopaminergique à ce niveau-là. Et il y a également la bromipexol. Cette fois-ci, la pramipexol, c'est également un agoniste dopaminergique, mais il ne dérive pas de l'ergot-de-seigle. Ce dernier, il est utilisé également comme agoniste dopaminergique, mais également pour le traitement de la maladie de Parkinson comme antiparkinsonien dopaminergique. On a l'isuride, lui aussi, mais cette fois-ci, c'est un agoniste dopaminergique qui est dérivé de l'ergot-de-seigle et qui est utilisé pour traiter l'hyperprolactinémie cette fois-ci et diminuer bien sûr la synthèse de la prolactine. D'autres, cette fois-ci, on va avoir l'exemple d'un antagoniste, c'est-à-dire lorsqu'un antagoniste, c'est une molécule qui vient se lier sur un récepteur, en fait, et qui va bloquer ce récepteur et empêcher l'action de la substance endogène normale dans l'organisme. On va donner le premier exemple des antihistaminiques H2. Les antihistaminiques anti-H2 sont des médicaments qui sont des antagonistes qui vont venir en fait se fixer sur les récepteurs à l'histamine de type 2 qui sont localisés au niveau bien sûr de la muqueuse gastrique et en bloquant ces récepteurs de l'histamine de type 2, ils vont diminuer la sécrétion acide, la sécrétion d'acide chlorhydrique. Et donc, ils sont utilisés comme antisécrétoires, des antisécrétoires gastriques. Du point de vue physiologique, tout simplement au niveau de la paroi gastrique, lorsqu'il y a une augmentation du pH, une alcalinisation du pH de la cavité gastrique, tout simplement des cellules gastriques vont commencer à produire une hormone qu'on appelle la gastrine. Et cette gastrine, elle-même, elle va entraîner en fait la libération de l'histamine par d'autres cellules. Et cette histamine,
va venir se lier aux récepteurs de l'histamine de type 2 qui sont présents au niveau de la paroi en fait de la muqueuse gastrique. Et lorsque cette histamine vient se lier à ce récepteur de l'histamine de type 2, elle va entraîner un effet agoniste, c'est-à-dire qu'elle va stimuler une pompe, un canal ionique, une pompe potassium proton qui va, cette pompe, en la stimulant par cette fixation histamine récepteur H2, elle va permettre la pénétration du proton à l'intérieur de la cellule gastrique et d'où une pénétration de l'acide chlorhydrique dans la cellule gastrique, ce qui aura pour conséquence une acidification de la muqueuse gastrique, une acidification de la cavité gastrique. Et donc, le rôle, et ça c'est la physiologie, mais le rôle essentiel d'un antihistaminique H2, c'est un antagoniste. Il va reproduire l'effet inverse, c'est-à-dire il va venir, c'est un antagoniste, médicament antagoniste, il va venir se lier sur les récepteurs à l'histamine de type 2 qui sont localisés au niveau de la paroi, la muqueuse gastrique, ils vont les bloquer. Donc, ils vont empêcher, bien sûr, la stimulation de la pompe proton-potassium. Et donc, il n'y aura pas de pénétration de protons dans la cavité gastrique. Donc, il n'y aura pas d'acidification de la muqueuse gastrique. Ce sont des antisécrétoires. Des antisécrétoires gastriques. Les antihistaminiques H2 sont des antisécrétoires. Parmi les molécules antihistaminiques H2, nous avons la cimétidine, la ranitidine, la famotidine et la nizatidine. En fait, je me rappelle bien, en 2019, je pense, que la molécule, la ranitidine, elle a été en fait supprimée du marché. Pourquoi? Tout simplement, cette molécule, elle contenait des impuretés, bien sûr, et on l'a carrément supprimée du marché officinal. Elle n'est plus en vente. Dès lors, elle n'est plus en vente. On a un autre exemple d'antagoniste, ce sont les antihistaminiques H1. Ce sont des molécules qui vont venir, ce sont des inhibiteurs des récepteurs de l'histamine de type H1 qui sont normalement localisés au niveau du muscle lisse respiratoire notamment, et elles vont agir en inhibant ce récepteur histaminique de type H1. Ils vont le bloquer et bien sûr, ils ont un effet surtout utilisé en cas d'allergie. Ce sont des anti-allergiques, mais également, ils sont utilisés comme sédatifs parce qu'ils agissent au niveau également central. Ils agissent au niveau central. Donc, parmi ces antihistaminiques H1 qui, bien sûr, agissent sur les récepteurs de l'histamine H1 qui sont localisés au niveau des muscles lisses respiratoires, mais également au niveau central, au niveau du cerveau, de l'hypothalamus, nous avons la prométhazine, l'alimémazine, le dexchlorphéniramine, la bromphéniramine, le carbinoxamine et la doxylamine. Ils ont un effet non seulement anti-allergique et également sédatif. Nous pouvons voir ici également dans ce schéma-là, sur ce schéma-là, pardon, à droite, l'action de la morphine sur un type de récepteur membranaire qui est le récepteur couplé à la protéine G. Donc, cette morphine, bien sûr, comme nous le savons déjà, c'est un antalgique qui agit au niveau central, au niveau du système nerveux central. C'est un antalgique puissant par son effet central. Et comment elle agit cette morphine? Tout simplement, c'est une molécule qui est agoniste des récepteurs des opiacés. C'est quoi? Elle va venir se lier aux récepteurs des opiacés et elle va miner l'action de ces molécules opiacées au niveau central. Son action va se traduire par une action analgésique, antalgique puissante au niveau central. Donc, la morphine, elle va venir se fixer sur les récepteurs des opiacés, qui sont des récepteurs couplés à la protéine G, et les opiacés, ici, les molécules naturelles endogènes, le ligand endogène, qui est normalement l'encéphaline ou l'endorphine, ce sont des molécules endogènes, ce sont les ligands endogènes. Mais cette morphine, elle a un effet agoniste de ces récepteurs des opiacés. Elle va venir se fixer sur les mêmes récepteurs de l'encéphaline et de l'endorphine, et elle va en fait mimer leur action et provoquer une activité antalgique centrale.
On a une autre molécule ici qui agit sur les mêmes récepteurs des opiacés, mais cette fois-ci, elle n'a pas une action agoniste de ces récepteurs des opiacés. Elle a une activité, cette fois-ci, antagoniste des récepteurs des opiacés. Et c'est la molécule qu'on appelle la naloxone. La naloxone a une activité antagoniste. C'est-à-dire, elle va venir se lier aux récepteurs des opiacés et elle va provoquer, elle va inhiber, en fait, l'action des molécules, l'action normale des molécules opiacées au niveau de l'organisme. Et en fait, la naloxone, c'est tout simplement l'antidote de la morphine utilisée surtout en cas d'intoxication. Lorsqu'on voit une intoxication en morphine, on utilise la naloxone pour contrecarrer l'action en fait de la morphine. Ce schéma, il montre bien entendu clairement la présence d'un récepteur ici membranaire qu'on trouve au niveau de la membrane plasmique. C'est un récepteur en rose qu'on appelle un récepteur couplé à la protéine G. Et ce récepteur couplé, c'est le récepteur des opiacés, par exemple. Et sur le récepteur des opiacés, en rose, il y a une partie, c'est une partie en haut qui est le site de fixation aux opiacés. Et en fait, la morphine, elle va venir se lier au niveau de ce récepteur et va activer une protéine G, comme on peut voir ici au niveau du schéma en bleu. Cette protéine G, elle est formée de 3 sous-unités, la sous-unité alpha, bêta et gamma. Lorsque le récepteur, qui est la morphine par exemple, ou les opioïdes viennent se lier au récepteur, ils vont activer la protéine G, qui est couplée à ce récepteur en fait membranaire. Et lorsque cette protéine G est activée, elle va se dissocier en 2 parties, une partie protéine G alpha et l'autre partie gamma et bêta. Donc la partie alpha, protéine G qui est activée, elle va en fait entraîner, du fait de son messager secondaire, elle va activer bien sûr l'ouverture d'un canal ionique qui va entraîner, va provoquer la pénétration d'ions à l'intérieur en fait de la cellule. Donc, comme on peut le noter, il existe, comme le médicament il se lie à son récepteur. Nous avons vu comment ce médicament se liait, soit il provoquait une activité agoniste ou antagoniste. Mais maintenant, nous allons traiter le volet des différents types en fait de récepteurs cellulaires. Il existe plusieurs types de récepteurs cellulaires. Sur ce schéma, on a 2 types de récepteurs cellulaires. On a soit des récepteurs membranaires, ils sont situés au niveau de la membrane plasmique, et on a le récepteur intracellulaire, appelé également cytosolique ou nucléaire. Donc, pour les récepteurs membranaires, ce sont des récepteurs qui vont concerner les molécules qui sont, je dis bien, hydrophobes. C'est-à-dire qui ne sont pas lipophiles, sont hydrophobes. Alors que les récepteurs nucléaires intracellulaires, ou plus exactement cytosoliques, ils concerneront surtout les molécules lipophiles de petite taille. Par exemple, nous avons les molécules telles que les glucocorticoïdes, les hormones, les hormones thyroïdiennes, la rétinoïde, les vitamines D, et il y en a beaucoup de molécules qui sont lipophiles. Donc, en effet, comme on a vu tout à l'heure, il y avait 2 grands types de récepteurs cellulaires. Les récepteurs d'un côté membranaires et les récepteurs intracellulaires cytosoliques. Parmi les récepteurs membranaires, il y en a 3. On a des récepteurs qui ne sont pas liés directement, ils sont liés indirectement en fait à leur effecteur. C'est le cas du récepteur couplé à une protéine G, le RCPG. C'est-à-dire que le récepteur, il ne se lie pas directement à son effecteur. Il y a une protéine G qui vient se mettre entre le récepteur et l'effecteur. Et il y a des récepteurs qui sont liés directement à leur effecteur. Ce sont les récepteurs couplés à une enzyme, qu'on appelle également les récepteurs enzymes membranes, ou les récepteurs couplés à un canal ionique qu'on appelle également récepteur canaux-membrane.
Et le deuxième volet des récepteurs, c'est les récepteurs intracellulaires ou cytosoliques qu'on trouve au niveau du noyau. Et ce type de récepteur, bien sûr, il concerne les molécules qui vont interagir avec l'ADN et entrer dans la modulation. En fait, ils vont moduler l'expression d'un certain nombre de gènes. On va commencer par les récepteurs membranaires. Le premier type de récepteur membranaire, c'est le récepteur couplé à une protéine G. Comment est ce récepteur couplé à une protéine G? Ben, tout simplement, c'est un récepteur qui n'est pas lié directement à sa partie effectrice, sa protéine effectrice. Vous pouvez voir au niveau de ce schéma, c'est également une protéine qui est formée par 7 hélices transmembranaires qui sont en position transmembranaire au niveau de la membrane plasmique. Et cette hélice, au niveau de la partie interne, bien sûr, de la membrane plasmique, nous avons au niveau de ces terminales une boucle. Et au niveau de cette boucle, va venir se fixer la protéine G. On a ces 7 hélices transmembranaires et on a la protéine G en orange et l'effecteur qui est situé un peu plus loin au niveau de la membrane plasmatique. C'est-à-dire que le récepteur couplé à la protéine G, il n'est pas lié directement à son effecteur. Et c'est en activant l'effecteur qu'on aura un effet biologique intracellulaire. Plus en détail, lorsqu'une molécule, normalement, ou un médicament qui se lie d'habitude sur un récepteur couplé à une protéine G, va venir se lier au niveau de la partie supérieure du récepteur, qui est situé au niveau de la position en extra-cellulaire. Il va activer en fait une protéine G. Et c'est en activant la protéine G qu'elle va se dissocier, cette protéine G, en sous-unité alpha. Et la sous-unité alpha activée, elle va aller, en fait, elle va entraîner l'activation d'un effecteur. Un effecteur qui peut être soit un canal ionique, laisse passer les ions de part et d'autre, en fait, de la membrane, soit elle va activer une enzyme qui aura une activité enzymatique. Et donc, de ce fait, c'est l'activation du canal ou de l'enzyme va entraîner une transduction du signal qui va provoquer une réponse cellulaire par la suite. En effet, lorsque le ligand en gris, représenté ici sur ce schéma, vient se lier sur la partie externe du récepteur couplé à la protéine G, il va, ce complexe ligand, récepteur, le ligand exogène ou endogène, comme vous voulez, il va venir se lier sur le récepteur couplé à la protéine G. Et bien, ce récepteur, lorsqu'il est activé, il va activer la protéine G. La protéine G, vous voyez, elle est formée de 3 sous-unités, G, alpha, bêta et gamma, en rouge et vert. Et donc, dès qu'elle est activée, elle va permettre en fait, la conversion, le passage du GTP en GDP et également cette molécule activée, alpha GTP, c'est elle en fait qui va aller stimuler l'effecteur qui peut être un canal ionique ou bien une enzyme et entraîner une activité enzymatique par la suite. Et après avoir effectué son action en fait biologique, cette partie G-alpha GTP, elle va bien sûr permettre le recyclage de la protéine G, comme on peut le dire. Elle va reformer la partie GDP et elle va se relier à ses deux autres sous-unités bêta et gamma. C'est-à-dire il y a reformation des 3 sous-unités pour former la protéine G qui va aller se placer juste à côté de son récepteur. Donc, après, ici, ce schéma, il nous montre parfaitement la présence de 2 types de récepteurs, le récepteur métabotrope et le récepteur ionotrope. Un récepteur ionotrope, c'est le récepteur, bien sûr, qui va permettre le mouvement ionique de part et d'autre de la membrane et va permettre le passage des ions de part et d'autre de la membrane plasmique. Tandis que le récepteur métabotrope, il ne fait pas affaire, c'est-à-dire qu'il ne déclenche pas, il n'active pas un canal ionique. Et donc, c'est un exemple de récepteur métabotrope, c'est le récepteur couplé à la protéine G, c'est un récepteur métabotrope.
au niveau des récepteurs en fait couplés à la protéine G, on a un certain nombre de ligands qui vont venir s'y fixer. Parmi ces ligands, on peut trouver des ligands endogènes normalement présents dans notre organisme, tels que la noradrénaline, l'acétylcholine, l'histamine. On a également l'angiotensine 2, la TSH, la LH, la FSH, les cytokines, les hormones et le calcium. Et il y a plusieurs types de récepteurs qui sont couplés à une protéine G parce que nous savons très bien que la majorité en fait, des médicaments ou des ligands exogènes, ils agissent bien sûr en se fixant sur des récepteurs qui sont essentiellement couplés à une protéine G. Ça, elle concerne la plupart en fait, des mécanismes d'action des médicaments. Donc, parmi les différents types de récepteurs qu'on peut trouver couplés à une protéine G, nous avons les récepteurs de l'adrénaline et de la noradrénaline qui sont des récepteurs en fait qu'on trouve normalement au niveau endogène puisque l'adrénaline et la noradrénaline ce sont des substances endogènes ou des ligands endogènes. On les appelle des récepteurs adrénergiques. Il y a les récepteurs de la dopamine qu'on appelle également les récepteurs dopaminergiques sont également des récepteurs couplés à une protéine G. On a les récepteurs de l'acétylcholine, par exemple, couplés à une protéine G. Les récepteurs de l'histamine sont également des récepteurs couplés à une protéine G. Les récepteurs des opiacés, l'encéphaline, l'endorphine, qui sont des ligands endogènes, et la morphine. Les récepteurs du glucagon sont également des récepteurs couplés à une protéine G. Les récepteurs du glutamate, de la sérotonine, le 5-HT, et les récepteurs du GABA sont également des récepteurs couplés à une protéine G. On va donner quelques exemples de médicaments dont la cible principale, c'est un récepteur couplé à la protéine G. C'est-à-dire que ce médicament, en entrant dans l'organisme, il va venir interagir avec un récepteur couplé à la protéine G. On a les opiacés qui vont agir par leur action analgésique centrale. C'est le cas de la morphine qui agit au niveau des récepteurs des opiacés, comme on a vu tout à l'heure. La morphine, elle va venir, c'est un agoniste des récepteurs des opiacés, elle va venir se lier bien sûr à ce récepteur couplé à la protéine G qui est le récepteur des opiacés et entraîner un effet agoniste des récepteurs, un effet agoniste des opiacés, c'est-à-dire un effet analgésique puissant au niveau du système nerveux central. On a également des médicaments qui ont comme cible pharmacologique le récepteur couplé à la protéine G. Ce sont les récepteurs, en fait, les médicaments dopaminergiques qui sont utilisés pour traiter la maladie de Parkinson. Ce sont les antiparkinsoniens dopaminergiques. Comme on a vu tout à l'heure, la L-Dopa, on les a vus tout à l'heure. On a également d'autres médicaments qui vont agir sur le récepteur qui sont couplés à une protéine G. Ce sont ceux qui vont agir sur le récepteur bêta-2 adrénergique. Ce sont les bronchodilatateurs tels que les salbutamol, utilisés bien sûr en cas d'asthme. Et on a des médicaments, les antihistaminiques, par exemple les antisécrétoires gastriques, qui sont les antihistaminiques H2, qui agissent bien sûr par action antagoniste sur les récepteurs de l'histamine de type 2 qui existent au niveau de la muqueuse gastrique. On va étudier plus en détail un agoniste bêta-2 adrénergique, tel que par exemple le salbutamol qui est utilisé bien sûr pour traiter les crises d'asthme. Donc il a ce salbutamol qui est un agoniste bêta-2 adrénergique. Il va agir sur des récepteurs bêta-2 adrénergiques, c'est-à-dire qu'il va agir par action locale, par inhalation. L'action est locale, elle est rapide, et c'est une action, bien sûr, étant donné qu'elle est locale, elle est de courte durée. Et donc, ce salbutamol, cette molécule, bien sûr, qui est un agoniste bêta-2 adrénergique, elle va venir se lier sur le récepteur couplé à la protéine G, qui est le récepteur bêta-2 adrénergique. Ce salbutamol va se lier sur ce récepteur bêta-2 adrénergique qui se trouve au niveau du muscle lisse bronchique et il va activer en fait une enzyme qu'on appelle l'adénylate cyclase qui permet la transformation de l'ATP en AMP cyclique
Et cet AMP cyclique va jouer le rôle d'un messager secondaire qui va activer une enzyme qu'on appelle la protéine kinase A, qui est dépendante de l'AMP cyclique, et elle va également activer une protéine kinase G, qui est bien sûr l'AGP cyclique, la GMP pardon, cyclique dépendante. Et de ce fait, bien sûr, elle va permettre non seulement une diminution du calcium cytosolique, une relaxation du muscle lisse, une diminution du calcium cytosolique et également une inhibition en fait de l'interaction lactine-myosine, ce qui aura pour conséquence également, elle va permettre d'activer une pompe ionique qui permettra bien sûr une pompe potassium-calcium qui provoquera l'hyperpolarisation et en fait la mise au repos de la cellule. Parmi les cellules, parmi les molécules qu'on peut trouver, parmi les agonistes bêta-2 adrénergiques disponibles, le salbutamol, la terbutaline, le formotérol et le salmétérol. Nous avons également d'autres molécules qui sont les antihistaminiques H2. Ces antihistaminiques H2, ce sont des antisécrétoires gastriques. Ils vont agir au niveau de la muqueuse gastrique sur les récepteurs de l'histamine de type 2 qui sont localisés au niveau de la muqueuse gastrique. Ils vont agir par antagonisme. Ils vont venir se lier au récepteur, bloquer le récepteur et en fait ne pas activer la pompe proton-potassium. Ce qui aura pour conséquence, bien entendu, le potassium ne va pas se libérer au niveau au niveau de la cavité gastrique et donc on aura une augmentation du pH. On a, en plus de ces récepteurs couplés à la protéine G, on a les récepteurs qui, bien sûr, sont couplés à un canal ionique, c'est-à-dire, on les appelle également des récepteurs ionotropes. Ils sont couplés à un canal ionique. Et en plus, ces récepteurs, comme on a vu tout à l'heure, ils sont liés directement à leur effecteur, c'est-à-dire, on a le récepteur qui est lié directement à son effecteur qui est le canal ionique, qui est le récepteur, on dit que c'est un récepteur ionotrope qui va laisser, en fait, qui va provoquer, en se liant bien sûr sur le récepteur, lorsque le médicament vient se lier sur ce type de récepteur ionique, il va provoquer, en fait, soit il va activer ou inhiber les canaux ioniques, c'est-à-dire il va permettre l'ouverture ou la fermeture du canal ionique. Lorsque le médicament va venir se lier à ce type de récepteur qui est couplé à un canal ionique, par son action agoniste ou antagoniste, il va entraîner soit l'ouverture, soit la fermeture du canal ionique, soit il va permettre l'entrée ou il va empêcher l'entrée en fait des ions de part et d'autre de la cellule. Parmi, on va donner un exemple de récepteurs qui sont couplés en fait au canal ionique. On a les récepteurs 5-HT3 qui sont des récepteurs sérotoninergiques à la sérotonine. Donc, ce sont des récepteurs canaux à perméabilité cationique, c'est-à-dire, elles concernent le canal sodium-calcium. Uniquement les cations, laisse passer les cations sodium Na+, et le calcium Ca2+. Donc, dans un état normal, nous pouvons voir au niveau du schéma en bas et à droite, au niveau de notre neurone, le neurone pré- et post-synaptique, il y a production de la sérotonine à partir du tryptophane et la sérotonine, normalement, elle est après synthèse au niveau, bien sûr, du neurone présynaptique en jaune, il est représenté en jaune, ce neurone présynaptique. Il y a la synthèse de la sérotonine et c'est une hormone de l'humeur et cette sérotonine, c'est un neurotransmetteur. Donc, cette sérotonine, elle est synthétisée et stockée dans des vésicules sérotoninergiques, bien sûr. Et en cas de besoin, cette sérotonine sera libérée dans la fente synaptique entre les deux neurones, le neurone pré- et post-synaptique, par exocytose. Et cette sérotonine va venir, si on regarde toujours le schéma à droite en bas, va venir se lier au niveau du récepteur, bien entendu, qui est en même temps un récepteur et canal. Il est directement lié
il est directement couplé à son effecteur qui est le canal ionique, qui va permettre l'entrée cellulaire, intracellulaire de sodium et de calcium. Et cette entrée de sodium et de calcium va provoquer ce qu'on appelle, il va entraîner bien entendu une dépolarisation et donc il va provoquer le vomissement. Et en agissant sur ce récepteur 5-HT3, il y a plusieurs types de récepteurs de sérotonine qu'on pouvait savoir, 5-HT1, HT3, 4 et 5 et j'en passe. Donc ici, lorsque la sérotonine agit sur le récepteur 5-HT3, il va entraîner le vomissement et des nausées. Et donc, pour bloquer ces vomissements et nausées, on va utiliser des antagonistes de ces récepteurs 5-HT3 sérotoninergiques qui vont bloquer l'action de cette sérotonine au niveau du récepteur 5-HT3. Et une grande famille de récepteurs qui sont des antagonistes en fait du 5-HT3, de ces récepteurs 5-HT3, ce sont le cétron. Les cétrons, c'est une grande famille qui va venir se lier à la place de la sérotonine au niveau du récepteur post-synaptique 5-HT3 et il va bloquer l'effet, bien sûr, et entraîner un effet antiémétique contre le vomissement. Donc, généralement, cette famille de médicaments cétrons, ils sont utilisés surtout pour, en cas, comme antiémétiques pour traiter, bien sûr, lorsque les malades sont traités par chimiothérapie, surtout en utilisant des alkylants tels que la cisplatine. Donc, à ce niveau-là, on a parlé de ce type de récepteur 5-HT3. Il y a d'autres récepteurs qui sont également liés directement à leur effecteur au niveau de la membrane plasmique. C'est le récepteur, cette fois-ci, qui est couplé à une enzyme. Et à ce niveau-là, ces récepteurs, ils peuvent être soit couplés à une enzyme qui a une activité tyrosine kinase, ou bien couplés à une enzyme, des récepteurs qui sont couplés à une enzyme qui a une activité guanylate cyclase. On va commencer par le premier type de récepteurs qui sont couplés à une activité tyrosine kinase, c'est les récepteurs à l'insuline. L'insuline, en fait, c'est un ligand endogène et également exogène en cas de déficit de synthèse par les cellules bêta des îlots de Langerhans pancréatiques. Donc, surtout chez les diabétiques de type 1, insulinodépendants. Et bien, ce ligand endogène ou exogène, normalement, qui est l'insuline, il va venir se lier à son récepteur. Donc, au niveau du schéma, nous notons bien que au niveau du récepteur, il y a la membrane plasmatique au centre et en haut, en bleu, les deux barres qui sont verticales bleues, c'est le site de liaison à l'insuline. Elle est située dans la partie externe de la membrane et dans la partie interne de la membrane en rouge, les deux bâtonnets rouges, c'est l'enzyme qui est la tyrosine kinase. Et c'est elle qui a une activité, bien sûr, effectrice. Donc, cette enzyme, en fait, ce récepteur insuline, il a deux fonctions. Il a une fonction réceptrice, c'est le récepteur, en fait, le réceptacle, qui va fixer l'insuline et une fonction qui est effectrice, bien sûr, de l'autre côté de la membrane, au niveau de sa face interne. En rouge, c'est la partie effectrice, c'est la partie qui va entraîner, bien sûr, et qui va provoquer l'activité enzymatique tyrosine kinase. Et en effet, ici, ces récepteurs enzymes qui sont liés directement à leur effecteur qui est en fait la tyrosine kinase ou l'enzyme, on dit également que ce sont des récepteurs enzymes, des récepteurs catalytiques. Donc l'insuline, elle va venir se lier bien entendu à sa partie réceptrice, son récepteur qui est situé sur la partie externe de la membrane plasmique et elle va activer en effet, dès qu'elle se lie à sa partie réceptrice, elle va en fait activer la partie qui se trouve au niveau de la face interne de la membrane plasmique, qui est la partie effectrice, enzymatique et bien sûr tyrosine kinase. Et cette tyrosine kinase, c'est elle qui sera à l'origine de la transduction intracellulaire du message
et il s'en suivra une réponse cellulaire qui est en fait l'entrée du glucose dans la cellule, puisque nous savons très bien que l'insuline, c'est une hormone hypoglycémiante. On a notre type de récepteur couplé à une enzyme quand sont les récepteurs à activité guanylate cyclase. Donc, de la même manière, ces récepteurs qui sont couplés à une activité guanylate cyclase, de la même manière, ils ont deux fonctions. Une partie supérieure, c'est la partie réceptrice, qui est le récepteur qui va se lier en fait au ligand, médicament exogène ou endogène, et qui se situe sur la face externe de la membrane, et une partie inférieure qui se situe sur la partie bien sûr interne de la membrane plasmique, qui est l'enzyme lui-même, qui est en fait la guanylate cyclase. Et en fait, à ce niveau-là, lorsque le médicament au ligand exogène vient se fixer sur ce récepteur, il va activer en fait cette enzyme guanylate cyclase qui va permettre la transformation du GTP en GMP cyclique. Et ce GMP cyclique, c'est en fait le messager secondaire qui va entraîner bien sûr l'activation soit d'enzymes cytoplasmiques, cette fois-ci cytosoliques et non pas des enzymes membranaires, et ou bien une ouverture de canaux ioniques pour provoquer la réponse ou entraîner la réponse cellulaire. Donc, un exemple de récepteurs qui ont une activité guanylate cyclase, nous avons par exemple, au niveau de ce schéma, nous avons l'ANP qui est l'atrium natriurétique peptide au niveau auriculaire, c'est-à-dire du cœur. Nous avons le BNP, le natriurétique peptide B au niveau ventriculaire, et le CNP, le natriurétique peptide C au niveau du système nerveux. Ils vont venir se lier au niveau de ce récepteur qui a une activité enzymatique guanylate cyclase. De ce fait, de sa liaison, ils vont entraîner une activation de cette enzyme qui va transformer le GTP en GMP cyclique. Et cette GMP cyclique va de ce fait soit activer la phosphodiestérase qui métabolise le GMP cyclique en GMP, ou bien activer la protéine kinase G qui phosphoryle des résidus sérine et thréonine. Et on sait très bien que cette phosphorylation, elle va activer les phosphatases dans les muscles et favoriser la relaxation musculaire lisse. Et en plus, le GMP cyclique va également activer les canaux ioniques, cationiques plus exactement, qui permettront l'entrée du calcium et du sodium à l'intérieur de la cellule. Donc, le deuxième grand type de récepteurs en fait cellulaires, ce sont les récepteurs intracellulaires, ou cytosoliques ou nucléaires. Donc, ce sont des récepteurs qui concernent les ligands hydrophobes lipophiles de petite taille, tels que les hormones stéroïdes, les testostérones, le stradiol, le progestérone, les glucocorticoïdes, les hormones thyroïdiennes, la vitamine D, l'aldostérone. Les récepteurs sont des récepteurs aux stéroïdes, les récepteurs de l'hormone thyroïdienne, les récepteurs de la vitamine D et les récepteurs de l'acide rétinoïque. Donc, on va parler des récepteurs de l'hormone thyroïdienne et les récepteurs des hormones stéroïdiennes. Ce sont tous des récepteurs intracellulaires nucléaires cytosoliques qui vont agir au niveau en fait de l'ADN, et ils vont interagir avec l'ADN et moduler en fait l'expression d'un certain nombre de gènes. Donc, l'hormone thyroïdienne, elle pénètre à l'intérieur de la cellule par simple diffusion puisqu'elle est lipophile, et bien sûr, elle traverse la membrane plasmatique par simple diffusion à travers la bicouche lipidique membranaire, par diffusion passive. Elle passe au niveau du cytosol, elle n'est pas liée à des récepteurs, et du cytosol, elle passe au niveau en fait du noyau, et c'est dans le noyau qu'elle va venir en fait se lier. Bien sûr, elle va venir, elle est libre, elle va venir au niveau du noyau. C'est au niveau du noyau qu'elle va se fixer à son récepteur nucléaire qui existe même au sein même de l'ADN.
et sur des domaines de liaison spécifiques, lui sont spécifiques. Et au niveau, bien sûr, de l'ADN, elle va entraîner, elle va moduler, elle va activer l'expression d'un certain nombre de gènes cibles, donc pour entraîner l'effet, en fait, biologique recherché. En ce qui concerne les hormones stéroïdiennes, quant à elles, elles vont pénétrer dans le cytoplasme, et dans le cytoplasme, c'est là où elles vont se lier à des récepteurs cytoplasmiques. Et à l'aide de ces récepteurs, le complexe récepteur cytoplasmique hormones stéroïdiennes, ils vont pénétrer à l'intérieur du noyau et venir se fixer sur, bien sûr, la chromatine, au niveau de la chromatine, et à ce niveau-là, il y aura une régulation de l'expression d'un certain nombre de gènes cibles. Donc, ceci montre parfaitement qu'il y a une différence importante à noter entre les récepteurs membranaires et les récepteurs cytosoliques ou nucléaires qui agissent au niveau de l'ADN et du noyau. C'est que pour en fait, les récepteurs nucléaires qui agissent au niveau de l'ADN et dans la modification, la régulation l'expression d'un certain nombre de gènes cibles pour entraîner un effet biologique, ils ont un effet beaucoup plus lent à apparaître dans le temps et ils ont une action durable par rapport aux récepteurs membranaires qui peuvent avoir un effet rapide et de courte durée. Et qui ne s'étend pas dans le temps. Alors que ces récepteurs intracellulaires, tout simplement, ils vont agir au niveau de l'ADN et pour qu'ils puissent agir et entraîner leur effet biologique, ils doivent d'abord passer du cytoplasme vers le noyau, se lier à l'ADN, entraîner la modification de l'expression d'un certain nombre de gènes, c'est-à-dire permettre la transcription de l'ARN messager, de l'ADN en ARN messager et la traduction de l'ARN messager en protéines et ceci se traduira par un effet biologique qui est bien sûr voulu. Donc, on va voir également un exemple de médicaments qui vont agir sur des facteurs nucléaires, cette fois-ci, au niveau de l'ADN, ce sont les fibrates. Les fibrates, c'est une grande famille d'hypotriglycéridémions qui diminue la concentration plasmatique en triglycérides. Donc, ces fibrates, ils vont venir se lier sur des facteurs nucléaires qu'on appelle des pépars alpha. Les pépars alpha, ce sont des peroxysants proliferator activated receptor alpha qui elles-mêmes, lorsqu'il y a complexe entre les fibrates et le pépar alpha, ils vont activer des éléments qu'on appelle le PPRE, peroxide proliferator response element, qui sont situés sur l'ADN essentiellement. Et cette activation, elle va réguler plusieurs gènes, soit en les activant, en les inhibant. C'est-à-dire que dès qu'il y a une action des fibrates sur les pépars alpha, on aura bien sûr une augmentation de la synthèse de la lipoprotéine lipase du fait, elle sera la conséquence d'une diminution de la synthèse de l'expression de l'apolipoprotéine C3 et également une augmentation de la concentration plasmatique en HDL qui est le bon cholestérol du fait d'une augmentation de l'expression de la synthèse de l'apolipoprotéine A1 et A2. Donc en fait les fibrates, ils vont intervenir en réduisant les risques d'apparition d'athérosclérose chez ces personnes et donc elle va améliorer bien sûr le métabolisme lipidique en agissant sur l'amélioration du profil lipidique de ces patients et en agissant sur bien sûr comment dire il va entraîner, diminuer l'inflammation au niveau bien sûr de la paroi vasculaire. Donc maintenant, je vais traiter le volet de l'hormonothérapie. Il faut savoir une chose, que l'hormonothérapie était tout à fait est à distinguer ou à différencier d'une thérapie hormonale de substitution utilisée par exemple chez les femmes ménopausées. Donc une femme ménopausée, elle a un déficit de synthèse en oestrogène, on lui administre de l'oestrogène exogène pour en fait pallier au défaut de synthèse de l'oestrogène et pour éviter l'ostéoporose et un certain nombre bien sûr de phénomènes qui peuvent apparaître au cours de la période de ménopause. Alors que l'hormonothérapie, c'est tout à fait différent. L'hormonothérapie, c'est un traitement bien sûr qui vise à traiter des cancers et surtout utilisé chez des patients qui ont le cancer, bien sûr, un cancer hormonodépendant, c'est-à-dire
les cancers hormonodépendants, surtout les cancers du sein, l'utérus chez la femme et le cancer de la prostate chez l'homme. Donc, en fait, nous savons très bien que en cours d'un cancer, lorsqu'il y a un cancer hormonal dépendant, qui dépend des hormones, par exemple, nous donnerons l'exemple, par exemple, d'un cancer du sein, qui, bien sûr, la cellule cancéreuse, elle présente à sa surface des récepteurs aux œstrogènes et progestérone naturels qui sont normalement synthétisés par notre organisme. Donc, ces œstrogènes ou progestérone, des hormones synthétisées normalement dans notre organisme, ils passent dans le sang, ils sont captés par les récepteurs les récepteurs en fait de ces cellules cancéreuses et ils vont, dès qu'ils se lient, ces hormones se lient, les œstrogènes, progestérone se lient à ces récepteurs de la cellule cancéreuse, ils entraînent sa prolifération et sa multiplication de la cellule cancéreuse et une augmentation en fait de sa taille. Donc, pour éviter en fait la multiplication de la cellule cancéreuse, il donne l'hormonothérapie à ses patientes, cette hormonothérapie à base d'anti-œstrogènes, c'est-à-dire des médicaments qui vont venir se lier aux récepteurs par exemple de l'œstrogène, progestérone qui sont situés à la surface bien sûr de la cellule cancéreuse, ils vont venir se lier à la place des œstrogènes, ils vont bloquer bien sûr ces récepteurs, donc les œstrogènes ne vont pas pouvoir se lier et donc la cellule ne pourra pas se multiplier, on aura arrêt d'une multiplication en fait et prolifération de la cellule cancéreuse. Donc, ceci ne concerne que, en fait, je répète bien, les cancers qui sont hormonodépendants, qui dépendent des hormones. Les cancers qui dépendent des hormones, tels que le cancer du sein, le cancer de l'utérus, qui dépend des hormones œstrogènes et progestérone chez la femme, et le cancer, bien sûr, de la prostate, qui dépend des androgènes, de la testostérone. Donc, les anti-œstrogènes sont administrés chez les femmes qui ont un cancer du sein. Ces anti-œstrogènes vont venir se fixer sur les récepteurs de l'ostradiol qui sont situés à la surface des cellules cancéreuses et vont bloquer bien sûr ces récepteurs et empêcher la multiplication de la cellule cancéreuse. Parmi les molécules qui agissent par antagonisme, ce sont des inhibiteurs. Les molécules anti-androgènes qui sont anti-œstrogènes qui sont disponibles. On a le tamoxifène, le toromifène, le mégestrol, le médroxyprogestérone. Si on considère maintenant le cancer de la prostate, qui est un cancer également hormonal dépendant, qui dépend de l'androgène, c'est-à-dire de la testostérone chez l'homme, bien entendu, eh ben, nous avons les molécules qu'on appelle les ex-glutamides, des molécules des anti-androgènes non stéroïdiens, par le même mécanisme d'action que les anti-œstrogènes. Les anti-androgènes, bien sûr, ils ont une structure non stéroïdienne, ils vont venir se fixer sur les récepteurs de l'androgène qui se situent à la surface, qui se situent sur la cellule cancéreuse et ils vont empêcher de la même manière sa multiplication cellulaire de la cellule cancéreuse et empêcher bien sûr l'augmentation de la taille bien sûr de cette tumeur. Donc ce sont des molécules les ex-glutamides sont des molécules qui inhibent la capture des androgènes surrénaliens parce que nous savons très bien, on parle de la prostate, parce que nous savons très bien que les androgènes ils peuvent être produits par la surrénale mais également par les gonades. Et ici, le ex-glutamide inhibe la capture uniquement des androgènes surrénaliens produits par la surrénale et qui sont situés au niveau des récepteurs, bien sûr, les récepteurs nucléaires au niveau du noyau. Parmi les molécules de ex-glutamide disponibles, il y a, qui sont les anti-androgènes non stéroïdiens, il y a le nilutamide, le bicalutamide, le flutamide et l'acétate de cyprotérone. Donc, il y a une classe de médicaments que je voudrais citer et qui n'agissent pas sur des récepteurs en fait membranaires, ni récepteurs cellulaires, ni membranaires, ni intracellulaires. C'est un système particulier de mécanisme d'action bien particulier, c'est le système de recapture. C'est-à-dire, ce ne sont pas des médicaments qui agissent sur des récepteurs, mais c'est un système de recapture, ils agissent sur les systèmes de recapture. Ce sont les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Donc ici, sur ce schéma-là,
Donc, à gauche, au niveau de deux neurones pré- et post-synaptiques, la sérotonine produite à partir du tryptophane, elle est synthétisée et stockée dans des vésicules sérotoninergiques. Et en cas, bien sûr, de besoin, elle est libérée par exocytose, cette sérotonine, au niveau de la fente synaptique pour qu'elle puisse aller se fixer sur son récepteur post-synaptique qui est situé au niveau des récepteurs qui sont en vert. Et lorsque la sérotonine est en concentration suffisante au niveau de la fente synaptique, eh bien, tout simplement, elle entraîne un message nerveux et la personne n'est pas dépressive. Par contre, il y a un système particulier au niveau, en fait, du neurone présynaptique en rouge, représenté en rouge, ce sont des protéines de transport de recapture de la sérotonine. Donc, dès que cette sérotonine, elle passe au niveau de la fente synaptique, ici à ce niveau-là, et bien tout simplement, cette sérotonine, au lieu de se fixer sur son récepteur postsynaptique pour que la personne ne soit pas dépressive, en fait, entraîner un message nerveux et qu'elle ne soit pas dépressive, cette sérotonine va être recapturée pour être restockée au niveau présynaptique par ces systèmes de recapture en rouge. Donc, s'il y a recapture de sérotonine, la sérotonine ne va pas se lier à ses récepteurs postsynaptiques et donc la personne sera dépressive. La concentration de sérotonine est très faible au niveau de la fente synaptique. Donc, il y a un système qui permet d'inhiber de manière sélective ces pompes. En fait, ces canaux, ces systèmes de recapture en rouge et les médicaments utilisés qui sont appelés des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, qui sont représentés en jaune, ils vont venir se lier à ces systèmes de recapture, les bloquer et empêcher en fait la recapture de la sérotonine. Donc, la sérotonine va se retrouver en quantité suffisante au niveau de la fente, dans la fente synaptique, et donc elle va pouvoir se lier à son récepteur postsynaptique et entraîner un message nerveux. Et la personne, bien sûr, ne sera pas dépressive. Donc voilà un schéma qui récapitule un peu l'histoire des neurones présynaptiques en haut et les neurones postsynaptiques, la fente synaptique au milieu avec beaucoup de petits points bleus qui représentent la sérotonine. Donc la sérotonine qui est bien sûr synthétisée et stockée dans des vésicules présynaptiques et en cas de besoin la sérotonine sera libérée dans la fente synaptique par exocytose. Cette sérotonine va se lier à son récepteur, bien sûr, postsynaptique et entraîner, bien sûr, l'influx nerveux. Alors que, donc ici, en haut, il y a également le système de recapture qui bien sûr, permet la recapture de la sérotonine pour pouvoir la stocker encore dans le neurone présynaptique. Donc, les inhibiteurs ici sont représentés, les inhibiteurs sélectifs de la recapture, par une croix, c'est-à-dire il empêche la recapture de la sérotonine et donc la sérotonine va se retrouver en quantité importante au niveau de la fente synaptique pour une durée beaucoup plus importante et elle pourra se fixer à son récepteur et provoquer en fait, empêcher la dépression. Parmi les molécules qui sont des inhibiteurs de la recapture, en fait, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, on a le fluvoxamine, la fluoxétine, la sertraline, paroxétine, citalopram, l'excitalopram et le vortioxétine. Donc, merci pour votre attention. Merci d'avoir également suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous souhaite une excellente soirée et bien sûr, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.